on va redémarrer avec un peu de retard, pardon pour nos intervenants. Merci infiniment à vous d'être là et puis merci à tous ceux qui sont dans l'amphithéâtre. Alors on a un petit amphithéâtre, ce qui fait que c'est toujours une question de savoir jusqu'à quel point on fait de la publicité pour remplir, parce qu'après on a des gens qui peuvent pas s'asseoir. Et donc juste pour se repartager le fait que ces discussions, ces ateliers sont filmés, d'où les caméras présentes et montées pour pouvoir faire ensuite des contenus qui puissent être diffusés et visionnés par ceux qui ne pouvaient pas être là. On attaque cet après-midi la série de 4 ateliers qui jalonnent cette Agora du soin digital. Et on a souhaité commencer par un atelier un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude, en rentrant dans le sujet par l'angle de l'impact de ces outils numériques et de l'innovation en santé plus généralement pour les patients. Quand je dis un peu différent, on a eu beaucoup d'échanges ce matin sur la relation hôpitaux-acteurs économiques, hôpitaux-régulateurs acteurs économiques. Et comme ça a été rappelé, le marché de la santé est sans doute le seul ou un des rares où le bénéficiaire final a une place pas si simple que ça dans l'équation. Et donc il nous a paru naturel et intéressant de démarrer par cette question de la place du patient et en partant de cette double idée qu'être patient, c'est à la fois faire l'expérience de la maladie avec tout ce qu'elle comporte, et c'est aussi devenir patient. Et devenir patient n'est pas totalement trivial, et que cette question-là se pose, qu'elle mérite d'être un peu travaillée ensemble, qu'on peut sans doute attendre des choses des outils numériques. Quoi exactement, c'est aussi un des enjeux de la discussion qu'on a, et que ce quelque chose, il se situe quelque part entre justement la thérapie et puis l'accès au système de soins et l'accompagnement au long cours, avec des promesses de suivi à distance, d'objets connectés, d'accompagnement psychologique, qui sont des promesses que j'aimerais qu'on puisse aussi discuter et réfléchir ensemble, si vous en êtes d'accord. Le format de l'atelier, c'est aussi se dire que ce n'est pas une table ronde malgré les apparences. Alors, ça ressemblera un peu quand même, je vous rassure, mais ce n'est pas un format de table ronde pour 2 raisons. La première, c'est je voudrais qu'on se garde un peu de temps collectivement pour discuter avec la salle, comme on l'a fait ce matin, et je pense que c'était utile et intéressant. Et puis aussi parce que, évidemment, chacun des intervenants va s'exprimer, et les autres intervenants ont le droit constitutionnel, s'ils le souhaitent, non pas de le contredire celui qui parle, ce qui serait malvenu. Voilà. Oui, non, je propose de réserver le débat pour une phase postérieure, mais de dire en revanche que si sur un point vous avez envie à celui qui parle, de lui demander de préciser un poil la question ou de développer un tout petit peu l'idée qu'il mentionne, ça pourra nous permettre aussi un peu d'enrichir le propos au fur et à mesure. Voilà. Je propose qu'on parte directement du sujet et de ce double sujet, fardeau du soin, fardeau de la maladie, en commençant peut-être par ce regard croisé, Michel et Gladys, si vous l'acceptez, qui est au fond, poser le sujet vu de vos lanternes respectives et complémentaires, si vous en êtes d'accord. Et puis ensuite, si Sébastien est d'accord pour rebondir avec un point de vue médical sur le sujet, on aura comme ça un peu planté le décor, et puis on pourra continuer à discuter, et chacun pourra s'exprimer ensuite. Je propose d'essayer de voir si le micro marche. Oh. Merveilleux. Ça marche. Merveilleux. Bon, je commençais par vous remercier pour l'invitation à cette table ronde. Et moi, je vais commencer par le côté fardeau de la maladie, et je laisserai Gladys continuer sur le fardeau du soin. Alors moi, je suis patiente partenaire à l'hôpital Bichat en service de diabétologie, je ne sais pas si ça a été dit. Et si je devais dessiner l'arrivée du diabète dans ma vie il y a une 30aine d'années, je représenterais un gros boulet identique à celui des esclaves, là, très très lourd et très très noir. Et c'est vrai que le terme de fardeau me parle beaucoup. Aujourd'hui, bon, c'est plus ça. Hein. Aujourd'hui, c'est une force, c'est une plume. Mais lorsque j'anime les ateliers d'éducation thérapeutique dans un programme sur l'insulinothérapie fonctionnelle à l'hôpital Bichat, c'est quelque chose qui revient souvent chez les patients,
ce poids. Là, on parle aussi de charge mentale. Alors, c'est vrai qu'en diabétologie, les outils, on a beaucoup d'outils numériques qui sont des dispositifs médicaux ou des applications tels que les capteurs glucidiques, tels que les pompes à insuline, tels que des applications pour le comptage des glucides qui ont certes amélioré la qualité de vie des patients, mais qui ont, pour certains, transformé un handicap qui était invisible en un handicap visible. Et pour ce qui est des pompes à insuline, aujourd'hui, on voit quand même qu'il n'y a que 70% des patients diabétiques qui sont en multi-injection, c'est-à-dire avec des piqûres, des seringues, enfin des stylos. Et les pompes à insuline qui sont collées sur la peau représentent 30%, sont utilisées par 30% des patients. Peut-être une question à se poser du pourquoi. Et attirer l'attention qu'effectivement, ces pompes à insuline ont permis d'améliorer la qualité de vie, de reprendre du sport. On a des grands sportifs qui sont avec des capteurs d'insuline, avec des capteurs de glucose et des pompes à insuline, et qui sont des champions, que ce soit judo, piscine, tennis et autres. Mais ça reste quand même des dispositifs qui sont difficiles pour les patients. Parce que j'aime à dire que la peau, l'enveloppe corporelle, c'est la frontière entre l'extérieur et l'intérieur, et que coller des dispositifs qui se voient, ça renvoie à l'identité du patient. Et beaucoup de patients ont du mal à assimiler que ce soit le regard de l'autre, que ce soit porter toujours quelque chose sur soi, et ce côté un peu robot, comme on entend. Voilà. Donc, voilà ce que je dirais un peu sur les outils numériques. Après, savoir que ce sont des outils qu'on apprend aux patients à reprendre la main sur ces outils s'ils ne fonctionnent pas, parce que malheureusement, des fois, ça ne marche pas. Donc, on est obligé soit de les changer, soit de savoir comment intervenir pour passer en manuel, si je puis dire. Et puis, il y a plein d'applications qui pourraient être inventées, qui pourraient nous aider, nous patients, si on était consultés et si on nous demandait. Et c'est vrai, ce qui est un peu regrettable, c'est que toutes ces grosses boîtes qui dispensent des dispositifs médicaux et applications ne consultent pas les patients en amont. Même après, parce que moi, je n'ai jamais eu une questionnaire de satisfaction et autres, aussi qu'est-ce qui peut améliorer la qualité de vie des patients. Et ça reste quelque chose qui serait bien de faire dans l'avenir. Je vais te laisser continuer. Oui, donc voilà, moi je suis Gladys, je suis infirmière en pratique avancée et je coordonne le parcours des patients dans les activités de télémédecine qu'on a mis en place. Michel parlait de fardeau de la maladie, mais aussi le fardeau du soin. C'est un parcours compliqué quand on a une pathologie chronique, avec beaucoup de rendez-vous finalement à honorer, pas mal de spécialités différentes à rencontrer tout au long de l'année. Et en fait, nous, on a fait le choix. Alors, dans le diabète, comme le disait Michel, il y a beaucoup d'innovations technologiques. Ça a été assez révolutionnaire. Mais maintenant, il faut se servir de tout ce qui nous est proposé, en fait, pour l'utiliser vraiment comme un outil, pas une solution complètement parfaite. Et dans la coordination du parcours du patient dans les activités de télémédecine, la première chose qu'on a, c'est d'abord le consentement du patient. Ça, c'est essentiel. Il n'y a pas idée de mettre un patient en télémédecine sans avoir son consentement et bien lui expliquer les tenants et les aboutissants. Et puis, je pense qu'il faut vraiment s'en servir comme ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire qu'ils doivent s'adapter aux besoins de chacun. Ils doivent s'adapter aux besoins des soignants qui ont des impératifs dans le suivi d'une maladie chronique. Ça doit s'adapter aussi aux patients, ça doit complètement lui correspondre. Et c'est vrai, Jean-Michel, là-dessus, ce qui est développé actuellement, en tout cas moi pour ce que je connais dans le diabète, beaucoup d'applications, beaucoup de solutions numériques, mais qui ne sont pas forcément pensées ensemble et qui sont souvent effectivement le fruit d'une pensée la plupart du temps industrielle. On a quand même assez peu de gens chez nous qui ont fait des applications, par exemple mobiles, destinées aux patients. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit tous co-construire ensemble.
Et en tout cas, moi, je suis persuadée, et ça m'intéresse beaucoup, de travailler sur ces aspects qui sont vraiment... Il y en a beaucoup de représentations. Alors, il y a des représentations de toutes parts, hein, de la part des patients, de la part, mais beaucoup des professionnels aussi, qui pensent que télémédecine, télésuivi, télésurveillance, c'est des noms assez moches à la base, donc c'est vrai qu'on comprend que ça fasse un peu peur, mais que derrière, ça reste des soignants, ça reste des médecins, ça reste des infirmières, ça reste des paramédicaux, et que de l'autre côté, il y a aussi le patient, et que c'est toujours une interaction particulière qui se passe, et que moi, à mon sens, pour déconstruire un peu les représentations, je ne trouve ça pas... Par exemple, quand on parle de parcours, on peut faire très bien des consultations physiques quand il y a besoin de faire une consultation physique, mais il n'y a pas toujours dans le temps de la maladie, dans le temps du suivi, besoin de se voir en face à face. Enfin, il y a des temps où on peut tout à fait le faire en téléconsultation, au rythme de chacun, au rythme du patient, au rythme du soignant, et on n'est pas toujours obligé de mettre la solution numérique de côté en se disant non, ça va déshumaniser la relation. Je trouve que quand on est dans un box de consultation et qu'on voit 30 personnes en sortant parce qu'on a 1 heure de retard et 4 femmes enceintes, je ne vois pas où c'est finalement plus bienveillant de les faire attendre sur des chaises. Et ils passent par les admissions, ils se font envoyer bouler. Enfin bon, voilà, vous voyez. Donc je pense que c'est vraiment un outil. Je vais finir là parce qu'après, ce sera trop long. Je pense que c'est vraiment un outil, il faut se l'approprier. Et je pense que là, moi, je parle particulièrement du diabète, mais on pense patient. Dans d'autres pathologies, on peut aussi penser aux aidants. Enfin, c'est tout un monde de possibles, en fait, finalement, je trouve, les solutions numériques, mais il faut vraiment qu'on le fasse tous ensemble. Merci beaucoup. Et du coup, je propose à Sébastien, qui est à la fois un médecin, mais aussi quelqu'un qui est intéressé par l'univers des startups et des solutions digitales, avec ce double regard-là, de rebondir sur ces questions-là. Et ensuite, peut-être à Catherine, qui a la double casquette, elle, startup patiente, de compléter aussi pour essayer d'avancer dans la réflexion. Merci beaucoup. Donc, je voulais commencer par remercier Nicolas pour son invitation à participer à cette table ronde. Donc, c'est un sujet passionnant. J'espère qu'on va un peu plus débattre sous un angle positif après. Alors, c'est aussi, peut-être que c'est une des raisons de la proposition d'invitation. C'est aussi pour moi l'occasion de rappeler qu'on est dans un hôpital public, un CHU, et que j'aimerais peut-être juste dire que, avant tout, je suis en fait un fervent défenseur de l'hôpital public, et que cet hôpital public, il a un sens, il a des missions particulières, et qu'il faut aussi, mais ça va faire partie peut-être de la discussion, il faut se méfier du miroir aux alouettes, d'imaginer qu'on peut faire disparaître ces hôpitaux un peu partout dans le monde qui ont pour vocation à accueillir des patients sans distinction de revenus. Donc voilà, ça c'est un point important initial qui va continuer, j'espère, à être vrai. Le deuxième point important, c'est que, bien entendu, nos pratiques doivent évoluer, et elles évoluent par l'arrivée de nouvelles technologies, par toute une série de nouvelles façons de faire. Peut-être qu'effectivement, on n'est pas obligé d'hospitaliser tout le monde tout le temps, on n'est pas obligé de faire forcément attendre les gens dans la salle d'attente pendant des heures, même si, bien sûr, ça m'arrive aussi chaque semaine, en fait. Mais, en fait, pourquoi ça arrive? Le fait que ça dysfonctionne, en partie, quelle est la conclusion? Est-ce que ça doit nous amener à dire « Ah bah ça dysfonctionne, donc on va le remplacer par 100% full digital ou une entreprise privée qui va nous aider forcément à améliorer nos consultations ?» Peut-être qu'au contraire, il faut améliorer la façon dont l'hôpital public fonctionne sans forcément les remplacer par des opérateurs privés. Pour discuter, voilà. C'est pour faire un petit peu de poil à gratter. Mais en pratique, on peut peut-être réussir à faire une partie des deux, ou en tout cas s'appuyer sur des collaborations avec le secteur privé, ou faire émerger des solutions qui viennent notamment de soignants, parce que, par définition, ils connaissent la problématique. On a vu l'exemple des capteurs dans le domaine du diabète, qui pour l'instant sont assez gros et en plastique et visibles, mais vont probablement se miniaturiser petit à petit. Donc voilà, les solutions, elles doivent venir aussi des gens concernés. Donc je vous rejoins tout à fait dans la façon dont vous avez décrit votre perception de la maladie. Ensuite, je pense que peut-être pour ouvrir un peu la discussion,
Il me semble qu'on peut distinguer deux choses. Il y a des maladies invisibles, des maladies visibles. Et puis, il y a des populations de patients que je pourrais qualifier de captives malgré eux. Je peux prendre l'exemple des patients dialysés qui n'ont pas le choix d'être dialysés. Et donc, pour ces populations de patients, peut-être qu'on peut améliorer la façon dont ils rentrent et ils sortent de l'hôpital, la façon dont ils vivent leur vie de patient contraint en dehors des périodes de dialyse quand ils retournent à domicile, pour ceux qui sont dialysés dans des structures cliniques ou publiques hospitalières. Et puis, il y a une autre problématique qui est celle des maladies qui impliquent des changements de comportement volontaires. Et c'est pour ça que la nutrition est une spécialité absolument passionnante. Je prêche pour ma paroisse, puisque c'est une discipline très transversale. La nutrition, elle intervient dans la maladie rénale chronique, dans la dialyse, elle intervient dans l'hypertension artérielle, dans le diabète, et puis bien sûr dans la problématique de la dénutrition et de l'obésité. Et à partir de là, eh bien, la question, c'est de savoir comment on organise ces soins nutritionnels à l'intérieur de l'hôpital. Est-ce qu'on développe des nouvelles technologies, des nouveaux outils, des nouveaux capteurs, et comment on les finance? Voilà, ça, c'est encore tout un autre champ de discussion, j'en suis sûr, qui va être abordé dans la table ronde. Et puis, il y a surtout qu'est-ce qui se passe après. Exemple, je rentre à l'hôpital, je suis opéré d'une chirurgie orthopédique, je mange pas beaucoup, et puis en fait en arrivant j'étais déjà un petit peu dénutri, je rentre à l'hôpital, je peux pas beaucoup bouger, je diminue mon activité physique, donc je diminue ma masse musculaire, et puis j'ai du mal à m'alimenter, et puis progressivement en fait j'arrive dans la dénutrition. Et en fait tout ça c'était évitable. C'était évitable, mais pour l'instant on n'est pas bien organisé pour prendre en charge cet avant, ce pendant et ce après. Et c'est encore plus vrai pour d'autres pathologies comme l'obésité ou des patients qui ont recours à la chirurgie de l'obésité. Donc il y a des modèles à trouver. Et là, on est assez rapidement confronté à la problématique de comment on va financer ces parcours de soins, ces trajectoires, ces outils qui peuvent être sous forme de capteurs connectés à des plateformes ou non, peu importe à la limite, de la téléconsultation, de la télésurveillance. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, si vous faites un petit peu le panorama de tout ce qui existe, de toutes les maladies, on s'aperçoit que finalement, les startups qui se lancent et les modèles économiques qui se trouvent sont ceux dans lesquels il y a des médicaments, la plupart du temps. Et quand vous êtes dans le domaine de la nutrition, il y a moins de médicaments, ça commence à changer, mais il y a moins de médicaments. Et à ce moment-là, à la fois les investisseurs et les modèles économiques sont plus complexes. Pourtant, tout le monde s'alimente tous les jours. Donc on a un petit peu de mal à comprendre finalement, c'était le deuxième poil à gratter, on a du mal à comprendre pourquoi finalement la dénutrition qui va concerner 30, 40, 50% des populations de patients quand on fait des enquêtes un jour donné à l'hôpital, mais qui en fait sont encore plus importants dans les EHPAD et encore plus importants pour des personnes âgées qui sont isolées à domicile, on a du mal à comprendre. Pour prendre ce micro-exemple-là, pourquoi on ne retrouve pas de modèle économique alors qu'en fait, y compris d'une part pour les patients, mais aussi pour le système de santé, on pourrait trouver des moyens d'améliorer énormément les choses. Voilà, je lance quelques idées comme ça qui pourraient être contredites avec plaisir. Ah non, on n'a pas le droit. Ah d'accord. Non, c'était juste sur le partenariat public-privé. Je crois qu'en France, on est les seuls à ne pas le faire de façon naturelle. Mais c'est dommage, mais voilà. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et très, très pertinentes. Et alors, évidemment, moi, j'ai un petit problème avec le terme fardeau, comme j'ai un petit problème avec le terme prise en charge. Je préfère le terme prise en soin, parce que sinon, on devient un fardeau si on nous prend en charge. Et la prise en charge, elle est financière par la sécurité sociale qu'on a la chance d'avoir, mais pas par les soignants. Et on est une équipe et on forme une équipe et ça, c'est quelque chose d'important. Cela étant dit, depuis 2002, donc ça fait 20 ans, on a la démocratie en santé qui a permis aux patients de rentrer dans le système de santé autrement qu'en tant que fardeau, mais en tant que co-décideur. Et ça fait 20 ans et c'est toujours pas le cas. C'est toujours pas le cas. Alors là, on est autour de la table, mais j'entends encore parler beaucoup de patients centrés. Tout doit être centré autour du patient.
Non, nous, on veut être autour de la table et on veut discuter. Et la santé est, à mon avis, le dernier domaine dans lequel on n'interroge pas les utilisateurs finaux et on ne co-construit pas avec eux parce qu'on passe par le prisme médical. Et évidemment, les médecins connaissent leurs patients, mais ils ne vivent pas, alors on parlait des capteurs, ils ne vivent pas au quotidien. Moi, j'ai été atteinte d'un cancer du sein. Je disais aux médecins, bien sûr, sur le papier, vous savez ce que c'est que de vivre une chimiothérapie, de perdre ses cheveux, d'avoir une radiothérapie, d'avoir 10 opérations, d'avoir de l'hormonothérapie. Mais vous ne vivez pas avec ça. Vous ne sortez pas dans la rue sans cheveux. Donc, vous ne pouvez que projeter sur ce que vous vivriez à ma place. Donc, il faut partir d'un besoin ensuite. Il faut vraiment partir d'un besoin, d'un trou dans la raquette. Moi, je vois souvent des startups qui ont une super idée, mais qui n'interrogent pas les gens qui vont l'utiliser, que ce soit les médecins, que ce soit les patients, que ce soit les deux. Et donc, on a tous des applications qu'on télécharge et qui traînent dans vos smartphones. Est-ce qu'une personne, ici, dans cette salle, n'a pas une application, même pas dans la santé, qu'elle a téléchargée, elle a vu qu'elle était nulle, et voilà. Donc, il y a des millions d'euros qui sont dépensés. Il y a des investisseurs qui investissent parce qu'ils trouvent aussi que c'est une super idée, mais voilà, sur quelle base? Et tout traîne dans les téléphones où il n'y a que 30% de patients qui... et ça, je viens de l'apprendre. Pour moi, vu de l'extérieur, je ne suis pas patiente en situation de diabète. Donc, je ne peux pas savoir. Et j'ai beaucoup appris en écoutant Michel, parce qu'effectivement, l'histoire du handicap invisible et du handicap visible, ça paraît évident, mais il faut l'entendre de la personne qui le vit. Ça paraît évident, mais voilà. Eh bien, ça ne m'était pas venu à l'esprit. Je trouvais que c'était une super innovation. Comme quoi, il faut vraiment interroger les personnes qui sont concernées. Et puis, la dernière chose, pour ouvrir le débat, il y a beaucoup de données. La data, la fameuse data, l'or blanc. Enfin, l'or, je ne sais pas quoi. Et c'est pas blanc, en l'occurrence. Mais ces datas, c'est des données sensibles. C'est des données ultra sensibles. Et donc, il faut faire attention. Faut faire extrêmement attention. Et nous, le milieu associatif, on sera très vigilants là-dessus. Très vigilants sur ces données sensibles. Il y a des dérives. La deuxième chose, sur les warnings, ne pas mettre de côté des gens. Il y a encore des zones blanches en France. Et les déserts médicaux sont superposés aux déserts numériques. Et donc, ce sont les gens qui en ont le plus besoin, qui ont besoin de télémédecine, de télésurveillance, etc. et qui ne peuvent pas en profiter parce qu'ils n'ont pas la 4G, ils n'ont pas la 5G, ils n'ont pas la 3G. Ils sont en edge. Et ça existe encore en France. On nous a promis que ça n'existerait plus. Il y a des solutions avec les opérateurs téléphoniques, mais il n'y a pas de volonté politique de changer ça. Et donc, on parle de télémédecine, mais il y a une partie des gens qui n'y auront pas accès. On parle d'applications ou de choses comme ça, mais est-ce que c'est fait avec les gens qui n'ont pas de littératie numérique? Est-ce que c'est fait en facile à lire et à comprendre? Est-ce que ça va toucher les gens qui n'ont pas d'ordinateur? Et ça c'est pas pensé. C'est pas pensé. Et donc vraiment, je voudrais qu'on soit inclusif. On parle beaucoup d'inclusif. On soit inclusif, mais qu'on le soit vraiment pour tous les patients et toutes les sortes de patients. Voilà. Et nous, on le fait chez Entends-moi. Ah non, j'ai pas le droit. Vous avez tous les droits. Si je vous interdisais quelque chose, vous le feriez quand même. Donc, du coup, en un instant. Non, mais avant de donner la parole effectivement à Guillaume pour du coup rentrer un peu dans le détail sur ce qui est Entends-moi, et puis derrière on va entendre aussi Open et Koalou, et ça nous donnera, je pense, des réponses intéressantes aussi sur des questions qui ont été soulignées, qui sont aussi celles des modèles économiques. Enfin, tu le disais, Sébastien, mais avec des produits qui sont très tournés vers l'utilisateur final, donc le patient, et la question de l'équation économique qui va avec, qui n'est pas triviale, je pense, et qui, derrière, nous ramène en permanence à cette ambiguïté d'un système de santé qui prend en charge, en tout cas, soigne
soigne. Non, c'est dur de donner des ordres à moi aussi. De soigner des patients, mais et c'est un système de soins qui le soigne. Et cette dualité-là, elle est essentielle dans le système, elle est essentielle dans l'innovation, c'est un sujet. Je voulais juste un instant à la fois revenir sur le point que soulignait Sébastien Tchernikov, et puis et du coup repartager des choses qui se sont dites ce matin. Dans les réflexions de la matinée, une des notions que Philippe Raveau a proposées, c'est la notion d'hôpital augmenté. Et au fond, tout ce qu'on discute là, à savoir un soin qui se prolonge dans le temps, qui se virtualise, qui devient permanent, capacité de suivi par les objets connectés, d'interaction à distance, elle développe une forme de relation permanente et continue, et ça, c'est un des éléments de définition de l'hôpital. C'est une des choses que les hôpitaux publics savent faire, je crois, et le faire pour tous les patients, comme tu le disais. Et donc il y a en tout cas une vision possible de cette transformation qui n'est pas hospitalo-centrée, hein, mais qui insiste sur des éléments de soins qui sont des éléments hospitaliers et qui, je crois, sont intéressants. Deuxième élément important, et tu le soulignais aussi, je crois qu'on vit une forme de révolution digitale qui a une caractéristique, c'est que l'ensemble des produits, des offres dont on discute sont portés par des acteurs privés, parce qu'on est dans un environnement numérique, parce qu'on est sur un environnement digital. Elles sont très imbriquées dans le soin, c'est une évidence. Et donc derrière, je trouve qu'on a une vraie question de réfléchir ou travailler le partenariat public-privé dans cette configuration-là. On n'est pas dans le même environnement qu'on pouvait l'être sur les biotech, le médicament, même sur la medtech. On a une forme d'interpénétration numérique qui implique à la fois qu'on sache travailler ensemble dans la construction des outils. On en a beaucoup parlé ce matin, et c'est un vrai enjeu. Ensemble, c'est les soignants, les patients et les acteurs économiques, qui implique aussi qu'on sache construire les formes de partenariat qui vont avec. Et je pense que c'est un message important qui était passé par Sébastien, qui est de dire aussi, il faut sans aucun doute que l'hôpital ouvre ses portes, en tout cas sache construire ses modalités de travail. Il faut aussi qu'il s'y retrouve. Il faut qu'il s'y retrouve parce que sinon, cette institution-là sera fragilisée. Et puis j'avais un troisième petit commentaire, mais je passerai la parole dans un instant à Guillaume, mais qui est une question qui est de dire, et je pense que les trois startups peuvent apporter trois réponses différentes. À vos yeux, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de ces outils? En tout cas, vous qui participez à leur création et à leur déploiement, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de ces outils? Et est-ce que vous voyez une forme de corrélation entre cet impact et un modèle de rétribution, on va le dire comme ça? Je reviens un peu à ma question initiale, mais comment vous voyez cette articulation-là? Et est-ce que vous avez le sentiment que c'est robuste, que c'est pas robuste? Est-ce que c'est une question pour vous? Et comment vous la traitez? Et puis, Ça va être dur de répondre en 2 minutes. Donc, moi, juste pour dire, je suis à la fois professionnel de santé, puisque je suis docteur en pharmacie, j'ai exercé en officine. J'ai fait un petit passage dans l'industrie et depuis 5 ans dans le numérique en santé avec une autre casquette, celle d'aidant. Parce que j'ai été confronté depuis déjà de nombreuses années à 2 personnes dans ma famille qui sont atteintes de schizophrénie. Et du coup, j'ai vécu à la fois en travaillant en tant que professionnel avec des psychiatres et en étant aidant familial, en aidant mes personnes proches à évoluer dans ce parcours qui est complexe en santé mentale, en me disant finalement cette innovation classique, traditionnelle des médicaments en santé mentale était un peu pauvre, les parcours étaient compliqués, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Et on a vu émerger il y a 4-5 ans donc, ces solutions numériques, et donc je me suis impliqué dans justement cette capacité à transférer des solutions numériques qui étaient émergentes dans des modèles applicatifs, les rendre accessibles au plus grand nombre, on va dire. Et donc, juste une anecdote pour illustrer ça, c'est que j'ai travaillé, en fait, quand on fait des projets innovants, il y en a beaucoup qui tombent à l'eau. Il ne faut pas croire que pour une start-up qui émerge, il y en a 10 ou 10 projets qui ne sont jamais sortis. Donc, j'en ai monté beaucoup qui ne sont pas sortis. Et dont un tout au début dans la schizophrénie, justement. Et donc, c'était un transfert de technologie, donc une application pour le suivi à domicile, l'aide à domicile, la réhabilitation des patients atteints de schizophrénie, justement. Et une des premières questions qui a été posée, c'était « Ah oui, mais en fait, les patients schizophrènes, c'est pas possible, ils n'ont pas de smartphone. » Ok.
Et donc, en fait, tu penses que les patients schizophrènes, parce qu'ils sont schizophrènes, parce que peut-être la plupart n'ont peut-être moins d'argent que les autres, n'ont pas ce smartphone. Ok. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a plein de référentiels, comme on disait, qui sont faux. Parce qu'on pense à la place des personnes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de révolution numérique, mais alors c'est vrai que le numérique en santé, on a l'impression que c'est un peu récent, mais en fait, c'est plus une révolution. Révolution, ça veut dire des gens qui se disent à un moment, tiens, on va porter quelque chose qui n'est pas porté par les institutions, qui n'est pas porté par d'autres acteurs. Mais en fait, ça, c'est terminé. Hein. L'OMS, plan 2020, stratégie mondiale, le numérique, ça va nous permettre d'atteindre le triple milliard. D'accord ? C'est-à-dire 1 milliard de personnes qui ont accès à la santé, 1 milliard de personnes qui peuvent faire face aux urgences médicales, 1 milliard de personnes qui ont accès au bien-être. Okay, la feuille numérique de l'espace numérique de santé au niveau national, c'est 2018-2022, donc c'est plus une révolution. C'est-à-dire qu'on a compris que ça allait amener quelque chose au système de santé. Et puis, d'un point de vue chercheur, je vous invite à regarder aussi les publications tout à fait récentes qui modélisent l'impact du numérique sur les systèmes de santé, avec des impacts sur la coordination des acteurs, sur la stimulation de l'innovation thérapeutique, technologique et toutes les solutions qui arrivent, donc, et un impact médico-économique. Donc on n'est plus dans la révolution. Alors par contre, on se dit, si on n'est plus dans la révolution, et s'il y a vraiment un moyen de co-construire une solution, d'amener des solutions efficaces en co-construisant, qu'est-ce qu'on attend? Et donc je vais juste citer un chiffre, c'est l'année dernière, il y a eu une consultation publique où on a interrogé les acteurs de l'e-santé, c'est-à-dire moi, toutes les startups, en disant qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans cette affaire de numérique? 91% ont dit c'est la co-construction avec les utilisateurs finaux. Okay. Quand on regarde les projets, en fait, la plupart du temps, ils ne sortent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas co-construits avec les acteurs. Pourquoi? Parce que le dire, c'est facile. Le faire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc, je rebondis sur la notion de partenariat public-privé, parce que de toute façon, c'est ni un professionnel, ni un développeur dans son coin qui peuvent y arriver. Ce n'est pas possible. Ça veut dire pouvoir rentrer à l'hôpital, aller accéder aux données, partager ces données avec des gens autour de la table, des patients, faire remonter les informations des patients, impliquer les patients dans la gouvernance des projets. Et ça, c'est compliqué, parce qu'il va falloir mettre autour de la table des techs, des professionnels de santé, des patients, des financeurs, et donc ils n'ont pas du tout les mêmes visions, hein, ça je vous le confirme. Et donc, et en mettant, mais par contre, c'est la seule solution pour viser les bons problèmes, déjà, et apporter des solutions qui seront utilisées. Et donc là, je réponds à la question du modèle économique. À partir du moment où vous allez viser des bons problèmes avec des solutions qui apportent vraiment de la valeur, vous allez trouver des financeurs. Ça, je peux vous le dire. Et je prends l'exemple du diabète. Quand ils ont sorti le modèle d'Abbott Lifestyle où personne ne voulait le rembourser, c'est les patients qui ont dit en fait, ça apporte vachement d'intérêt et qu'au bout d'un moment, la pression était tellement forte que finalement, ça a été remboursé. C'est parce que le produit répondait à un besoin et était utilisé. Donc, en fait, c'est ce qu'on a fait chez Entendement. C'est-à-dire qu'on a été voir les hôpitaux, on leur a dit, voilà, on veut construire ça, on ne peut pas y arriver tout seul. On a mis des patients dans la gouvernance pour dire, de toute façon, si on veut construire une solution qui serve aux patients, il faut que les patients soient avec nous, et il faut que les hôpitaux, les professionnels soient avec nous, et il faut que les données, on puisse y avoir accès. Et on a été voir les hôpitaux, on leur a dit, voilà, ça vous intéresse? Au début, on s'était dit, on va en avoir 3, on en a eu 9. Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré, en co-construisant les choses et en co-construisant aussi le modèle. Parce qu'on le co-construit avec eux en se disant, au final, ils se rendent compte, ouais, ça nous apporte telle valeur, ça nous apporte telle valeur, au final, on est prêt à vous le payer tant. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on va continuer ou qu'on ne va pas se casser la gueule trop vite non plus. Mais je reste humble par rapport à ça. Dire un mot d'Entends-moi. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse bien Entends-moi. Okay. Moi, je suis assez modeste, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais si vous me lancez, je me lance. Donc, l'idée d'Entends-moi, c'est d'essayer d'améliorer le système de santé en prenant mieux en compte la parole des usagers, des patients. Donc, on parlait de démocratie en santé. C'est vrai que la démocratie représentative avec les associations de patients, elle fonctionne, elle avance, mais la démocratie participative, finalement, cette parole du patient lambda, on ne l'entend pas vraiment, et pourtant,
Et pourtant, quand on a été voir les hôpitaux, ils ont des dizaines, des centaines de milliers de commentaires des patients qui sont laissés dans les questionnaires quand ce n'est pas les cases à cocher, quand c'est vraiment les cases libres, où ils disent ce qu'ils pensent, où ils disent ce qu'ils voient, où ils disent ce qu'ils vivent. Mais ça dort dans des fichiers Excel. Et donc on est arrivé, on leur a dit, en fait, maintenant, avec le traitement automatique du langage, si on travaille ensemble, on va pouvoir entraîner des algorithmes qui vont pouvoir analyser automatiquement toutes ces données que vous partagent les patients gratuitement pour vous améliorer et construire avec vous des moyens de les visualiser et de les transmettre de haut en bas, parce que il ne faut pas que ça reste un outil de pilotage de la direction et des administratifs. Il faut que les cadres de santé, les chefs de service s'en emparent pour qu'ils visualisent ce que les patients ont partagé quand ils sont passés dans le service. Parce qu'ils partagent énormément de choses positives. Et c'est ça aussi la grande découverte, parce que nous, on a lu 30 000 retours de patients, un par un, et avec notre regard croisé, patients et professionnels de santé. Et en fait, il y a énormément de choses positives sur les soignants, sur les équipes, sur l'hôpital, sur le manque aussi de moyens. Donc ça permet aussi de faire remonter là-haut en disant, écoutez, là, dans tel parcours, les patients, ils ressentent qu'ils ne se sentent pas en sécurité quand ils y arrivent. Donc il y a un cercle vertueux qui est capable de se mettre en route. Et nous, on espère à notre modeste échelle de pouvoir pousser la roue pour que ça se mette en route. Juste deux petits commentaires. Le premier, le capteur dont vous parlez, on va dire, et le modèle, la marque, etc. Juste pour rappeler que ce n'est pas une micro-start-up, c'est un gigantesque laboratoire international. Donc c'est sûr que mettre sur le marché une innovation qui est révolutionnaire et que j'utilise beaucoup dans ma pratique de médecin, c'est pas la petite boîte avec deux gars dans un garage, quoi. Deuxième chose, je trouve que ce que vous avez dit est passionnant. Et pour rebondir sur ça, alors notamment sur le côté positif, il est vrai que souvent les patients nous disent en fait, moi quand je suis venu en hôpital de jour ou en hôpital de semaine, ça s'est très bien passé, les équipes étaient super impliquées, j'ai appris plein de choses, j'ai changé ma pratique. Des fois il y a des choses positives qui nous sont véhiculées par les patients, et en fait c'est pas ce qu'on retient. On retient souvent les messages négatifs. Donc il y a aussi beaucoup de messages positifs dans les expériences patients au travers de leur prise en soin, c'est ça ? Prise en soin. Ça, pour moi, ça va. Oui, je sais pas. Pour moi, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Non, mais j'ai compris l'idée. Oui, c'est le mot en fait. Ouais. Bien sûr, en général, je leur demande d'envoyer une petite carte postale à l'équipe, ils sont contents. Et la deuxième chose, c'était pour rebondir sur l'utilisation, effectivement, alors pas de révolution, mais d'innovation. En fait, il y a une innovation aussi en recherche épidémiologique, donc l'utilisation de ces outils, et on a eu la chance de collaborer avec une start-up dans le digital que je vais nommer, qui s'appelle CapeCode, avec qui on a travaillé. Donc je suis allé voir pour pouvoir travailler sur la problématique de la perception des problématiques des patients en situation d'obésité qui veulent être opérés d'une chirurgie de l'obésité. Et donc on a utilisé une analyse automatisée avec leurs outils, avec leurs technologies, des réseaux sociaux à la fois en France et aux États-Unis. Et on a comparé en fait les problématiques, les questions que se posaient les patients qui avaient eu recours à une chirurgie de l'obésité. Et en fait, c'est passionnant parce que sont ressorties des choses complètement inattendues, alors que je fais ça toute la journée à l'hôpital, parce que ce qui était échangé entre patients sur les réseaux sociaux n'étaient pas les questions qui étaient abordées avec nous en consultation, et surtout, c'était extrêmement différent aux États-Unis et en France, parce qu'on a comparé les messages entre deux pays. Et un des éléments majeurs qui ressortent, c'est que le système de soins n'est pas le même. Et donc aux États-Unis, beaucoup d'interrogations sur les coûts d'accès aux soins, où il fallait aller pour que ce soit le moins cher ou le mieux, ou le mieux pour un prix donné, comment ils allaient payer la suite de leur prise en charge, etc. Alors que ça ne ressortait pas du tout dans les messages échangés en France. Il y avait plein d'autres choses autour de la fertilité, la prise des suppléments de vitamines, etc. Donc ces outils, en fait, pour moi, ils sont utiles à la fois pour révolutionner au sens de l'innovation nos pratiques, peut-être pas les remplacer, mais peut-être les améliorer, mais ils sont aussi très utiles dans le domaine de la recherche épidémiologique.
Je donne la parole à Séverine. J'adore cette idée de se dire que ça donne l'occasion d'entendre des choses des patients qu'on n'entend pas usuellement. Et j'avais entendu dire une fois, je crois, Gérard Raymond, qui est président de Français Santé, mais qui est diabétique, raconter comment les discussions les plus intéressantes qu'il ait jamais eues, c'était avec d'autres patients diabétiques, dans le cadre d'un EPL de semaine ou je sais pas quoi, le soir quand les médecins étaient partis, quand les soignants étaient partis, et où pour la première fois, ils discutaient avec d'autres patients. Et donc, par définition, ces discussions-là, elles ont lieu dans le secret. Et grâce à Capcode, je note, Sébastien, que tu as réussi à les espincher. Donc, non, mais je trouve que en tout cas, c'est intéressant et ça donne aussi à voir un certain nombre de choses. Séverine, du coup, poursuivre un peu ce parcours côté start-up avec, je pense, une approche assez différente côté open, qui est sur d'autres types de difficultés et une manière de prendre les parcours. Je vous laisse nous dire un mot de comment vous voyez tout ça. Je sais que vous aviez aussi, vous avez regardé un peu précisément ce que sont, au fond, vu des patients, les étapes les plus critiques dans un parcours, notamment d'hospitalisation, et que c'est aussi avec ça que vous travaillez. Je pense que ça peut être un point de départ intéressant pour la discussion. Tout d'abord, à mon tour de vous remercier pour l'invitation. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Aujourd'hui, je représente Open. Je vais peut-être vous dire un tout petit mot de ce que fait Open. Donc, je suis la directrice du marketing et de la communication, certes, mais avec une casquette un petit peu particulière, c'est-à-dire que je suis en charge des projets à impact dans l'entreprise. Dit autrement, je dois m'assurer d'être alignée avec la raison d'être de qui est Open aujourd'hui, notre ADN de prendre soin au-delà du soin, et je viendrai un petit peu plus expliquer dans une minute ce que ça veut dire, et aussi de m'assurer que tout ce que l'on développe en termes de solutions viendra répondre aux enjeux d'impact sociétal et environnemental. Donc amener les choses un cran plus loin, et donc dans une philosophie, une posture qui est un petit peu particulière peut-être par rapport aux grands groupes, aux grandes entreprises qui arrivent à faire du gros lobbying. Une autre casquette peut-être aussi, tout comme Guillaume, ça fait un certain nombre d'années que je suis proche aidante de mon petit frère, que j'accompagne dans les troubles de la schizophrénie, ce qui nous permet d'avoir une approche et un regard usager et accompagnateur qui est peut-être un petit peu différent d'autres entreprises. Voilà. Donc Open, aujourd'hui, nous sommes ce qu'on appelle une ETI, bref, une entreprise de taille intermédiaire, donc plus une start-up. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on existe. On est basé à Rennes, on est une entreprise rennaise, et on est spécialisé dans ce que l'on appelle l'accompagnement du parcours du patient. Dit autrement, on a choisi une approche très globale, 360 ou holistique, pour utiliser le terme anglo-saxon, partant du principe que, de par les études et les échanges qu'on a avec les patients, le personnel soignant et l'ensemble des établissements de santé avec lesquels on travaille depuis 10 ans, donc aujourd'hui on travaille avec près de 400 établissements de santé en France, autant dans le public que dans le privé, ce qui nous a permis d'avoir un regard global et de considérer que la prise en charge, c'est bien. En France, on s'est très bien soigné, on a une approche médicale excellente et on est réputé internationalement pour ça. Maintenant, les besoins des patients qui sont exprimés, c'est d'être accompagnés sur l'ensemble de leur parcours, autant sur la prise en charge médicale que le bien-être et le confort. Bien-être et le confort, entendu, écouter les expériences de tout un chacun. Effectivement, il y a les objets connectés, il y a une vie en dehors de l'hôpital, il y a le travail, il y a la famille, le fardeau de la pathologie ou de la maladie, c'est ça, c'est l'état émotionnel, c'est la charge mentale, encore plus quand on est dans la maladie chronique ou dans l'affection de longue durée. Donc notre choix, ça a été d'avoir une approche accompagnement du parcours du patient, en s'appuyant sur ce qu'on appelle du service outillé, c'est-à-dire utiliser la technologie au service d'eux, mais en gardant la relation humaine au cœur de notre fonctionnement. Donc on a des équipes, on a des collaborateurs chez nous en interne qui accompagnent les patients et le personnel soignant avec lesquels on travaille, afin que ce ne soit pas la techno qui remplace. On ne veut pas être dans une démarche, on ne croit pas dans le 100% full démat, on ne croit pas dans le 100% digital. Ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. On a des patients de tout âge, de toute origine. On parle encore beaucoup d'électronisme, de fracture du numérique. Toutes ces choses-là, il faut les prendre en considération. Et encore plus quand on est à l'hôpital, puisqu'on a quand même de nombreux patients qui sont particulièrement âgés.
Donc tout ça étant dit, on approche ça avec un service outillé basé sur l'humain et on travaille donc pour ça en co-construction. J'ai entendu les enjeux que vous avez abordés tout à l'heure, à la fois du côté de l'hôpital et à la fois du côté des startups. Pour être passé par là au préalable, évidemment, c'est vrai que les premières années, en tant que start-up, on a quand même des enjeux de vivre et de développer l'entreprise. Et on a envie d'accompagner l'établissement. Et dans le public, on fait face à un vrai problème de ressources et de financement aujourd'hui. Le fléchage des financements des projets innovants sont des enjeux. Il faut savoir travailler en partenariat et en toute bonne intelligence. Donc nous, on travaille en co-construction. On travaille en co-construction avec les établissements de santé. Donc on avait parlé de 3 exemples. On a le plaisir depuis peu de travailler justement avec Bichat, avec le service cardiologie, de manière à apporter notre fameuse solution d'accompagnement du parcours du patient et d'apporter des outils digitaux pour soulager le quotidien des soignants, libérer du temps sur des tâches qui peuvent être chronophages ou qui pourraient être remplacées par du digital, puisque par défaut, elles ne sont pas liées aux soins ou elles ne sont pas liées au cœur de métier du personnel. Et par contre, derrière, on va apporter tout l'aspect digital au service du patient. C'est-à-dire qu'on va toujours combiner les deux. On travaille comment ? On travaille sur un modèle de comité projet avec de l'accompagnement et de l'accompagnement au changement. On a une équipe projet complète composée de l'ensemble des parties prenantes de l'équipe. Ça va être le personnel soignant, ça va être les infirmiers, les aides-soignants. On va aussi intégrer le médical, on va intégrer l'informatique, on va intégrer l'ensemble des métiers qui sont liés à un projet d'innovation. Okay. Et ensuite, on va aller sur le terrain. Donc là, on a fait plusieurs journées d'immersion, on a accompagné les équipes, on interroge les patients. Et au fur et à mesure de ce projet-là, ça nous permet d'aller collecter des informations et des besoins du point de vue du patient, mais aussi des équipes pour combiner les deux et faire en sorte que l'outil soit vraiment utile. Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, clairement, je ne sais pas ici, à l'Hôtel-Dieu, combien d'applications ou de solutions digitales peuvent exister, mais il y a un vrai sujet d'intégration et de convergence de ces outils pour que, autant pour le patient que pour le personnel, on ait accès éventuellement à une seule application qui soit simple, qui vous permettent de vivre votre parcours du patient en toute simplicité. Vous avez assez, je pense, de soucis ou de préoccupations, surtout au début d'un parcours, pour ne pas rajouter une complication supplémentaire avec le digital. Si le digital devient un handicap et devient un écueil supplémentaire dans le parcours du patient qui est particulièrement difficile, que ce soit en MCO, en ambulatoire ou encore une fois sur du chronique, c'est dur pour le patient. Donc cet outil-là doit être simple d'usage, et pour être simple d'usage, il doit être travaillé avec les deux points de vue, les patients d'un côté et le personnel soignant de l'autre. Et c'est comme ça qu'on travaille. On travaille de la même façon avec, on avait un exemple, on a développé, on a nos solutions existantes, on les prend, on les travaille avec un établissement et on fait de l'EHPAD à domicile aujourd'hui pour accompagner le virage domiciliaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on travaille avec l'ensemble des équipes soignantes. On installe des solutions chez les personnes âgées qui peuvent encore rester à leur domicile et rester suffisamment autonomes, mais qui ont besoin d'un soutien du personnel soignant de l'EHPAD. Et ensuite, on travaille tous ensemble avec nos équipes projet, nos équipes UX, donc expérience utilisateur, nos équipes recherche et développement. On fait des interviews et on modifie nos solutions de manière à ce qu'elles soient adaptées à l'utilisateur. Je vous donne un exemple tout bête. On a une solution qui est un écran tactile qui permet à la fois d'apporter des services de parcours patient ou aux résidents à domicile d'EHPAD. La première fois qu'on a installé cet écran tactile chez notre première patiente, résidente testeuse, c'est une dame de 90 ans. Elle avait très peur de cet écran et elle n'osait pas le toucher parce qu'elle avait peur de le casser. Elle n'avait jamais vu de tablette ni de smartphone de sa vie. Donc ça nous fait forcément sourire, mais c'est la réalité de beaucoup de gens. Et au final, il a fallu qu'on installe la télévision. Donc en discutant avec elle et en discutant avec le personnel, elle s'est rendue compte qu'en installant la télévision sur cet écran, ça l'a familiarisée et ça l'a raccrochée à une habitude qu'elle avait, puisque c'est la télévision dans son quotidien. Et ça nous a permis ensuite de lui faire utiliser l'ensemble
des services dont elle a besoin, c'est-à-dire la visio avec le personnel soignant quand elle a besoin, ça veut dire son agenda de visite quand elle va avoir des soins à son domicile, ou bien son agenda quand elle va devoir se déplacer à l'EHPAD, soit pour ses activités, soit parce qu'elle aura des rendez-vous qu'elle aura besoin de faire en physique, en présentiel. D'accord ? On fait la même chose avec la Fondation Plurielle du Doubs pour des adultes en situation de polyhandicap lourd. On a pris cette même solution. On a travaillé avec les ergothérapeutes. C'est un projet qui a duré 2 ans de pré-travail et d'ajustement quand même. Les ergothérapeutes, le personnel soignant, les familles, dans ce cas-là, puisqu'il y a quand même un engagement des familles qui est important. Et on a réadapté complètement les interfaces adaptées à une situation de polyhandicap lourd, avec des résidents, pour le coup, qui sont très amenuisés d'un point de vue cognitif, évidemment. Mais par contre, ça a amené des progrès dans le quotidien de ces résidents, puisque aujourd'hui, sur les retours d'utilisateurs et sur les retours d'expérience, on sait qu'on a des résidents qui n'utilisaient pas leurs bras, leurs mains auparavant, du fait de leur handicap. Il y a une stimulation cognitive accompagnée, bien entendu, donc ça demande du temps. Il y a ça quand même, hein, un investissement de temps. Et ça a permis à ces résidents maintenant d'utiliser leurs 2 bras. Okay ? Donc il y a des avantages réels à bien utiliser les outils numériques, que ce soit dans un accompagnement de parcours patient sur un séjour hospitalier court, de courte durée, ou sur de la longue durée, sur du chronique, tout comme accompagner l'autonomie, soit liée la perte d'autonomie, soit liée au handicap, soit liée à l'âge. D'accord ? Les gros enjeux aujourd'hui sont liés à comment on traite un projet d'innovation à l'hôpital. Nous, on a pris le parti. On n'est pas là pour vous proposer une solution à vous faire payer. On vous la dépose, là, comme dans la boîte aux lettres. Hein, vous avez votre app sur votre écran. Et puis, on se reverra d'ici 2-3 ans pour renouveler le contrat. Ce n'est pas l'objectif. On travaille vraiment en partenaire. Et on a beaucoup de projets de partenariat aujourd'hui. Et par ailleurs, on s'investit aussi dans des projets à l'écoute et à l'étude du parcours du patient. On rencontre des patients, on est mécène maintenant du fonds de la Fédération hospitalière de France et engagé sur justement les besoins des usagers et des patients utilisateurs, tout comme on a lancé récemment une étude auprès de à peu près 1000 patients qui sont des patients qui passent par des kiosques open dans les hôpitaux publics, et on est allé les interroger sur leurs besoins d'accompagnement au niveau du parcours patient, et on a identifié des pics de stress et des endroits où ils ont besoin aujourd'hui d'être aidés, soutenus et accompagnés. Et c'est ce sur quoi on travaille et qu'ensuite on apporte au sein des hôpitaux. Voilà, j'ai parlé peut-être beaucoup, mais je ne sais pas, peut-être que vous aurez des questions. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Juste les kiosques, qu'est-ce que vous apportez comme service et est-ce que c'est gratuit pour le patient ? Les kiosques qu'on a aujourd'hui au sein de l'établissement, c'est ce qu'on appelle des kiosques en concession, c'est-à-dire que l'hôpital nous mandate pour prendre en charge la partie service aux patients qui va être liée soit au divertissement, soit à la conciergerie, soit à d'autres services. Ça peut être parfois les accueils, les admissions, le géoguidage par exemple, parfois un petit peu le retour à domicile. Le service partie divertissement et conciergerie, effectivement, vous avez raison, a un coût qui est fixé par l'hôpital, puisque nous, on est mandataire, on est prestataire finalement de service, qui est fixé par la direction de l'hôpital, donc qui est varié en fonction de l'établissement. Voilà. Alors, donc la fameuse carte de l'expérience patient, les pics de stress qu'on a identifiés sont... Le premier gros pic de stress est à l'annonce du diagnostic et donc de l'intervention, évidemment. Là, cette expérience utilisateur, cette expérience patient, elle est vraiment basée sur un parcours MCO, donc avec un séjour de courte durée. Pourquoi je dis ça ? Parce que le deuxième pic de stress, ce que nous, on imaginait chez Open être le plus gros pic de stress du patient, on pensait que c'était juste avant l'entrée à l'hôpital. Là où on stresse, etc. Et d'un coup, ça monte. Donc effectivement, c'est un pic de stress, mais qui est moins important que l'annonce du diagnostic. Mais c'est en fait le moment du retour à domicile.
hein, la sortie et le retour à la maison, parce qu'on sait que là, on ne sera plus accompagné. Donc, comme on disait tout à l'heure, le médical est là, on a confiance, on a des super retours. Hein, quand on interroge les patients, il y a vraiment, en règle générale, il n'y a pas de retour négatif sur l'accompagnement médical, etc. Il y a vraiment un niveau de service excellent et les patients sont très contents. Là où nous, les remontées qu'on a, c'est plus, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, dans l'organisation, mettre de l'huile dans les rouages et s'assurer que finalement, il y ait quelque chose qui soit sans couture, qui soit fluide pour le patient. Et parce que le patient, il se souviendra peut-être que des moments négatifs qui sont qu'un petit moment dans son parcours. Et c'est fortement dommage parce qu'au final, il rentre quand même à la maison généralement bien en point, en tout cas en bonne santé. Alors ça me fait une transition toute trouvée. Les questions étaient intéressantes et intéressées, en fait. Ça m'intéressait d'avoir la réponse, et puis ça m'intéressait d'avoir la transition vers Marie-Esther, parce que je pense que Koalou, notamment, non, mais je trouve ça intéressant, y compris parce que, pour l'instant, on discute beaucoup, et c'est normal, de la manière dont on étoffe ou on transforme l'organisation du système physique. Et je trouve qu'une des questions qu'on a aussi à discuter, à réfléchir ensemble, c'est ce que le numérique peut apporter de plus, de différent, de complémentaire. Il ouvre une dimension supplémentaire aux soins, ou parfois il pénètre même le soin. Et donc c'est aussi une question à laquelle on peut collectivement réfléchir. Et je trouve que Koalou est un bon exemple de ce qui peut aussi émerger aux frontières, et puis effectivement avec une attention, là pour le coup, notamment avant l'admission, je crois. Mais je vous laisse nous en dire plus, Marie-Esther. Ok, c'est hyper frustrant de parler après vous tous. Je vous le dis tout de suite. J'ai pris 10 000 notes et je voulais tous intervenir, mais c'est... Voilà, donc maintenant j'ai sorti ma frustration, ça va mieux. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Marie-Esther, je suis infirmière anesthésiste de métier. J'envoie du rêve. C'est la meilleure définition de mon métier. Et par ailleurs, start-upeuse. J'aime bien ce terme-là parce que ça veut tout dire et rien dire. Donc, moi, j'ai créé une start-up dans l'accompagnement du parcours de soins des enfants. Moi, je suis uniquement sur l'enfant. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. On est parti, en fait, du besoin, mais aussi de la recherche. C'était le petit truc pour moi qui est quand même important. Le besoin du patient, c'est quoi le besoin initial et comment ma solution va répondre aux besoins, mais aussi qu'est-ce que la recherche dit. Est-ce qu'on l'a à un moment donné mesuré, objectivé pour pouvoir aller encore plus loin que ce qu'un patient peut dire. Parfois, vous pouvez dire des choses et en fait, nous, on va encore mesurer des choses qui peuvent aller plus loin. Je prends l'exemple de l'anxiété préopératoire de l'enfant. La prévalence, c'est 40 à 60% des enfants qui sont anxieux avant d'aller aux soins, avant d'aller au bloc. Alors vous allez me dire, oui, stressé avant d'aller au bloc, oui, ok. Oui, sauf que ça a des conséquences péropératoires et post-opératoires. Péropératoire, vous consommez plus de morphinique, plus d'antalgique, vous restez plus longtemps en salle de réveil, vous avez un risque d'hospi. Alors jusque-là, ça se passe à l'hôpital. Et pire encore, c'est 15 jours après l'intervention, on retrouvait 44% des enfants qui avaient des troubles du comportement post-op. Et on avait des enfants qui avaient des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation. Oui, mais ça ne se passe pas à l'hôpital, donc ça n'appartient pas à l'hôpital. Faux. Erreur, grossière erreur. Et c'est là où on prend la notion de parcours de soins qui est hyper intéressante. Pour moi, quand on crée un outil, c'est un outil qui doit être sur mesure, effectivement, mais c'est un outil avant tout, vous l'avez dit. Ce n'est pas une finalité en soi. Moi, l'outil, il va permettre de compléter ce qu'un soignant fait. Et tout à l'heure, vous parliez, je n'étais pas tout à fait d'accord et pas tout à fait à l'aise sur dire, ouais, le numérique... Pour moi, c'est un faux débat, en fait. Moi, je ne vais pas dire que je suis née avec un téléphone dans la main, mais la génération d'aujourd'hui, ils sont nés... Donc, ce ne sera pas un sujet. C'est un sujet pour notre génération, les générations au-dessus de moi, etc. Mais ce n'est pas un sujet pour les autres. Donc, attention à ça, parce qu'il faut se projeter déjà dans la génération qui est en train de nous ruiner notre rapport au numérique. Et ça, c'est intéressant. Pour moi, l'avantage du numérique, c'est qu'on retire les activités sans valeur. Aujourd'hui, quand vous regardez, moi, mon activité d'infirmière anesthésiste, toi IPA, ou vous, médecin encore, il y a beaucoup de choses que vous faites qui n'ont aucune valeur médicale. Là où votre valeur elle est, c'est dans le conseil, c'est dans l'aspect clinique. Là où toi, ta valeur elle est, ça va être dans le conseil, dans quelque chose que l'ordinateur ne peut pas m'apporter. Donc il y a beaucoup de choses, moi, dans mon quotidien, où on se rend compte, je vais vous donner un exemple concret, quand on passe 45 minutes à essayer de se connecter, se déconnecter à un ordinateur, ce n'est pas du temps qui a de la valeur. Quand on essaye simplement de remplir 10 000 fois le même papier pour l'envoyer à 3 interlocuteurs différents, ça n'a pas de valeur, on est d'accord. Donc pour moi, le numérique, il apporte ça. Il apporte la décharge, parfois administrative,
L'optimisation, on n'aime pas ce terme-là en tant que soignant, parce que oui, mais on va nous couper encore de l'argent, on n'en a déjà pas beaucoup. Non. En fait, aujourd'hui, on dépense beaucoup d'argent qui ne sert à rien. Mais on nous coupe des budgets là où on en aurait besoin. Donc du coup, c'est complètement aberrant parce qu'on a des solutions comme ça où on se dit, mais on pourrait aller nettement plus loin. Pour moi, l'idée de la solution qu'on a voulu faire, c'est de montrer qu'il y a un monde en dehors de l'hôpital et que tout ne tourne pas autour de l'hôpital, mais qu'en fait, tout tourne autour du patient. Et effectivement, ça fait 20 ans qu'on en parle. Moi, mon sujet aujourd'hui de prédilection, c'est l'anxiété. J'aimerais, mon ambition, c'est que le sujet de l'anxiété soit à la hauteur de la prise en charge de la douleur aujourd'hui. On n'y est pas sur la prise en charge de la douleur, on se le dit, mais au moins, on commence à la mesurer. On commence à traiter, on commence à faire des choses. Donc, mon ambition, c'est que demain, on se rende compte de l'impact de la santé mentale sur le soin. Vous en avez parlé tous un peu, hein, la charge mentale, etc. Et ça, c'est hyper intéressant et il faut développer des solutions par les concernés. Tout à l'heure, vous disiez, oh là là, mais j'aimerais bien qu'on me consulte. Bah, développez votre appli. Enfin, à un moment donné, non mais c'est vrai, en tant que soignant, à chaque fois, on se dit, ah ben non, moi je suis pas compétent, je suis pas docteur. Alors désolé, je suis pas docteur, j'ai pas fait un bac plus 40, donc du coup, je peux pas avoir accès à l'innovation. Bah en fait, non. Et c'est à un moment donné, aujourd'hui, en plus en 2022, on est hyper entouré. On ne peut pas dire, il y a 5-6 ans, ça commençait tout juste. Aujourd'hui, vous avez 10 000 acteurs qui sont là pour vous accompagner, pour vous dire comment faire, le business model, tout ça. Donc oui, c'est compliqué, mais on peut y arriver. L'autre point que je voulais aborder, c'est aussi l'intérêt du numérique pour la mesure du gain économique. Pour moi, c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, oui, le bien-être du patient, c'est formidable, mais ça ne rapporte pas d'argent. Et les hôpitaux ne veulent pas payer ce qui ne rapporte pas d'argent. On ne va pas se mentir, à un moment donné, on ne fait pas du social non plus. Hein. Donc, non, mais c'est vrai. Quand on va à l'hôpital et je vais dire, ah bah super, alors moi, ça améliore l'expérience du patient. Oui, et moi, qu'est-ce que ça me rapporte ? Ça rapporte l'incitation exactement, à la qualité. Sauf que ça, il faut commencer à le mesurer. Parce que moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est que tant que je n'ai pas montré que grâce à mon logiciel, je vais diminuer l'anxiété des enfants, donc l'anxiété des parents, qui va arrêter d'oublier la signature électronique, la signature du parent, qui va faire qu'on attend 20 minutes au bloc opératoire. 10,80 € la minute de bloc opératoire inoccupé. Chaque fois que mon parent il me dit « Ah, je suis désolée, j'ai oublié le papier. » Oui, d'accord, on attend 20 minutes, qu'on envoie le mail, que le papa signe, etc. Eh ben voilà, on a perdu 20 minutes, c'est 200 €. Hein, d'accord, à Necker, je vous dis 50 000 passages à l'année, je vous fais le calcul vite fait. Non, c'est bon, vous avez tous compris. Et ben en fait, il y a plein de trucs au quotidien comme ça où on perd du temps qui aurait pu être optimisé si c'était bien pris en charge en amont. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui de la prévention, de l'accompagnement, etc. Mais pour moi, on peut le mesurer aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a cherché à faire, en tout cas avec Koalou, c'est 1, mesurer l'anxiété du parent. 2, mesurer l'anxiété de l'enfant. 3, détecter précocement toute altération de l'état de santé de l'enfant qui va impacter mon séjour, en fait. Parce qu'il est là l'avantage des soignants derrière le bien-être du parent et de l'enfant qui est, pour moi, primordial, mais qui, pour l'hôpital, même s'il l'est pas toujours économiquement, quand on va leur dire, bah, en fait, vous allez gagner de l'argent parce que vous allez avoir un taux d'annulation plus bas, vous allez pouvoir détecter précocement et avoir une deuxième liste, quand on sait que, par exemple, à Necker, des fois, on a des listes d'attente 6 mois, 1 an, 1 an et demi, quand vous êtes malchanceux. À un moment donné, on ne peut pas se permettre d'avoir des plages de blocs opératoires vides. Et pourtant, parfois, on en a. Parce que, en fait, ça, on ne l'a pas détecté et tout ça. Bref, donc, bien sûr, il y a les enjeux d'interopérabilité. On en a parlé. Les soignants n'ont pas envie d'avoir 10 000 logiciels. Enfin, vous le disiez aussi, je n'ai pas envie d'avoir 10 000 applis. C'est cet enjeu aussi de dire comment on arrive à s'interconnecter. Sauf que ça, c'est une question aussi qui est compliquée. Ça veut dire que Doctolib ouvre ses données pour que vous puissiez choper les données dès le rendez-vous, pour que vous puissiez préparer psychologiquement les parents. Non, le Doctolib ne fait pas ça, en fait. Ils ne font pas de social non plus, à un moment donné. Donc, oui, non, mais heureusement, mais vous n'êtes pas content non plus de vous connecter à 2 plateformes. Donc, du coup, on fait comment? Mais moi, je me connecte qu'à Doctolib. Oui, voilà. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut un parcours qui est fluide, du coup, il faut un parcours qui soit aussi fluide au niveau des connexions. Et donc, du coup, l'infirmière, elle n'a pas envie de noter 3 fois le nom du patient, avec le risque d'erreur que ça encourt. Et donc, du coup, il y a cet enjeu d'interopérabilité. On n'a pas encore trouvé la réponse. Il y a quelques acteurs qui se positionnent dessus, mais ce n'est pas encore accessible à tous les acteurs. Autre point, et qu'après, je ne vais pas être trop longue non plus, vous parliez tout à l'heure des zones blanches.
Le numérique, à quoi ça sert? Ça sert à s'occuper des 60% des gens qui sont hyper connectés, qui vont bien et qui ont juste besoin d'être accompagnés avec un téléphone, et que le soignant retrouve la valeur dans l'accompagnement du patient. Et là, moi, il est là, ma valeur du numérique. Il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais comment on fait avec les parents qui n'ont pas accès à un smartphone ?» Bon, alors déjà, le parent qui n'a pas accès à un smartphone, c'est peu, mais ça arrive. Non, moi je ne suis pas installée à Paris, hein, je ne suis pas parisienne, j'ai pas de... Non, je vous parle d'autres régions. J'ai pas d'enjeu avec ça en fait. Moi, c'est la maman qui ne parle pas français, parce que ça, on en a beaucoup. Voilà, la maman qui ne parle pas français, typiquement, qui a à peine une boîte mail qui ne sait pas trop l'utiliser, bah, passons plus de temps en tant que soignant à prendre le temps de leur expliquer. Mais le parent hyper connecté qui n'a pas envie de se prendre la tête sur la préadmission, qui a envie de le faire en ligne et pas devant une personne qui tape avec un doigt, bah, je suis désolée. Et ça, favorisons ces choses-là pour passer plus de temps avec ceux qui en ont le plus besoin. Elle est là, la valeur du soignant. Elle n'est pas ailleurs. Et on peut faire des économies là-dessus si on commence un peu à mesurer ces choses-là. J'arrête là, j'ai été très rapide, désolée à tous. Passionné, c'est effectivement le terme. Merci beaucoup, Séverine. Séverine pour le terme et puis Marie-Esther pour l'intervention. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, pardon, je repose ma question, mais c'est juste nous dire du coup, en pratique, ce que l'application Koalou propose comme service. On a compris que c'était tourné vers les parents et leurs enfants qui allaient être hospitalisés. On a compris aussi que ça permettait de faire un certain nombre de choses, notamment, je crois, de détecter le fait que l'enfant pourrait finalement pas être opéré pour telle ou telle raison. Mais l'ensemble de services que vous proposez, ça ressemble à quoi? En fait, moi, j'ai repris les pics. Alors, chez l'enfant, ils sont encore un petit peu différents que chez l'adulte, et c'est ça qui est intéressant. L'enfant n'a pas la maturité psychologique pour trouver les moyens de faire face à la difficulté, au stress et tout ça. Donc nous, on veut leur donner justement ces moyens via des outils thérapeutiques qui passent par le digital, mais qui pourraient être... Voilà. Donc pour répondre à la question, nous, dès la pose de l'indication de la chirurgie, on donne accès à une plateforme. Pourquoi? Parce que c'est là que le pic d'anxiété, il est. Qu'est-ce qu'ils vont faire les parents en rentrant à la maison? Je vais sur le groupe Facebook des mamans du 15e, je vais sur le groupe Facebook des mamans de Reims, de la Creuse, de je ne sais où, et je vais dire, alors mon enfant se fait opérer des amygdales végétation, est-ce que quelqu'un a déjà vu le docteur Pierre Bidule? Ça s'est bien passé? Et voilà, et ça, c'est ce qui se passe. Nous, ce qu'on voulait, c'était avoir une information qui est médicale, mais pas que médicale aussi, portée sur la psychologie. C'est qu'est-ce que je dis à mon enfant quelques jours avant l'intervention, comment je le prépare psychologiquement aussi, et comment moi, je me prépare psychologiquement à couper le cordon quelques minutes. Donc ça, c'était ces enjeux-là. Et en fait, dedans, on va retrouver plein d'outils pratico-pratiques pour que en fait, le parent il n'ait pas à se prendre la tête autour du séjour, c'est-à-dire une checklist de qu'est-ce que je dois prendre avant d'aller à l'hôpital. Ça veut dire des rappels administratifs, des rappels sur l'état du patient. Ça veut dire aussi la facilitation de la signature. On utilise la signature électronique pour l'autorisation d'opérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez un parent sur deux qui divorce ou qui est séparé. Et donc, quand vous devez aller chercher l'autorisation de papa, c'est très, très compliqué. Et puis après... Oui, papa, maman, ou papa-maman, enfin tous les modèles que vous voulez, avec autorité parentale confondue. Et ensuite, vous avez un suivi post-op. En fait, pour nous, c'est intéressant de mesurer la douleur quand il rentre à la maison. Parce qu'à l'hôpital, il a pas mal. Oui, vous venez de lui faire du paracétamol, du prophénide, etc. Il rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe? Pic de la douleur, j'ai oublié de prendre le paracétamol à la pharmacie, etc. Et quand on commence à mesurer, ça permet aux établissements d'améliorer leur pratique, de dire « Ah, attention, celui-là, il a eu mal ». Et puis, encore mieux, c'est qu'à 7 jours après l'intervention, on va mesurer les troubles du comportement post-opératoire. Et là, surprise, on a des enfants qui sont traumatisés psychologiquement. Et il y a des établissements qui n'aiment pas ça, en fait, parce qu'ils disent « Oui, mais qu'est-ce que je fais de la donnée ?» Parce que ça veut dire qu'une fois que j'ai la donnée, il faut que j'en fasse quelque chose. C'est une première étape. 1, la prise de conscience, et 2, le passage à l'action. Et donc, nous, on accompagne aussi là-dessus sur tout ce parcours de soins. Donc ça, c'est le premier produit. Et puis, du coup, comme on a une étude clinique qui sortira à la fin d'année, en tout cas, qui a montré une certaine efficacité, mais je ne peux pas révéler les données, on a décidé également de sortir de la psychothérapie digitale, c'est-à-dire de l'accompagnement des enfants sur tous les enjeux autour du stress et de l'anxiété. Si je fais en 1 minute, pas le pitch, mais le truc qui va vous faire très peur, c'est 1 enfant sur 5 aujourd'hui qui a des enjeux de troubles de santé mentale. La santé mentale, c'est stress, anxiété, dépression,
phobie scolaire, et puis vous allez avoir dans les derniers l'autisme, les troubles du spectre autistique, d'accord? C'est pas que les fous, c'est pas que les autres enfants, c'est aussi le vôtre, et majoritairement, ça commence par le stress et l'anxiété, hein. Aux États-Unis, ils ont calculé que c'était à peu près juste entre anxiété, dépression, c'est 12 millions d'enfants, et après vous avez encore 5% qui concernent les TDAH, etc. Donc voilà, c'est un enjeu là qui arrive. Avec le Covid, on a plus 25% de consultations. Les services de soins sont complètement débordés parce qu'ils peuvent plus y faire face. Donc nous, on s'est dit, mais comment, si notre modèle marche dans l'hôpital, ça veut dire qu'il peut marcher dans la vie de tous les jours. Et donc comment on va donner accès à la thérapie à la maison avec des vrais outils sur lesquels l'enfant peut bâtir dessus et les garder à vie, en fait. C'est comment on outille concrètement cette nouvelle génération pour faire face aux aléas. Je ne peux pas l'empêcher de souffrir, par contre, je peux lui donner les outils pour apprendre à traverser l'épreuve, et ça, c'est ce que nous, on veut faire. Merci beaucoup, Marie-Esther. Je propose qu'on puisse passer dans une phase d'échange avec la salle, et avec ceux qui auraient des questions, des réactions, des commentaires. Alors, j'ai une consigne qui est d'attendre que vous ayez un micro, et a fortiori qu'il fonctionne, pour poser la question que vous auriez à poser. Et pendant que les éventuels questionneurs se préparent à questionner, j'avais moi-même une question, mais pour que vous y réfléchissiez. Je trouverais intéressant qu'on finisse cet atelier par juste une réponse très simple en 30 secondes de chacun d'entre vous de là où il est, qui est juste de quoi vous rêveriez idéalement dans un système parfait dans quelques années en termes d'outils. On a eu cette discussion avec Michel hier notamment. Voilà, juste un truc de projection sur ce qui changerait votre quotidien de soignant, de patient, d'ancien patient, et vu des startups, ce qui serait l'état idéal à vos yeux. Tout ça en 30 secondes après la fin des questions, ce qui permet de maintenir une forme de tension dans le groupe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Forcément des questions, des commentaires, des réactions. Je reviens sur une question très importante sur l'impact du numérique. Il y a des impacts positifs, il y a des impacts négatifs. Les impacts négatifs, je reviens à la qualité de vie, au travail du personnel médical et soignant. Il y a 2 ans ou 2 ans et demi, c'était la DGOS qui avait organisé un séminaire avec aussi les ARS, etc. Et il y avait un irritant, c'est la qualité des logiciels qui étaient proposés au personnel médical et soignant, avec donc des temps de chargement, la multiplicité des écrans. Quelles sont les questions possibles, ou plutôt par rapport à toutes ces questions, quelles sont les solutions possibles? Ces solutions, elles existent du point de vue technique. Il est possible de le mettre en œuvre. Il y a les techniques qu'on appelle le mash-up. Ce sont des applications composites qu'on agrège à travers des API. Et les API doivent être auto-documentées avec donc des données, avec des propriétés décrites qu'on peut exploiter. Or, ces exigences n'apparaissent pas dans les cahiers des charges des DSI quand ils veulent choisir un logiciel. Et d'autre part, lors des tests d'acceptation ou d'adoption, cette partie n'est pas prise en compte. Alors, on se retrouve avec plusieurs logiciels, avec des difficultés à les rendre interopérables, parce que les API n'existent pas, ou elles ne sont pas exploitables, ou elles ne sont pas documentées. Donc, pour revenir à votre question, les solutions existent, madame. Il faut les mettre en œuvre. Et puis, ça recoupe donc un autre sujet au prochain atelier, la multiplicité des écrans. J'allais vous le dire. J'allais vous dire que vous étiez un tout petit peu en avance. Non. On anticipe, mais la réponse existe. Elle est implicite. Elle relève des questions qu'a posées madame. C'est juste. L'expérience patiente. C'est juste, et simplement, je ferai juste un petit commentaire, mais je propose qu'on ait le débat dans l'atelier suivant. Mais je ferai juste un petit commentaire qui est de dire... Enfin, moi, je suis préoccupé par la même chose que vous. Alors,
vous nous posez une question, vous avez raison de le faire, hein, qui est la question de savoir ce que font les hôpitaux pour intégrer les solutions. Moi, j'ai l'autre question que je pose, je pose régulièrement depuis ce matin, ce qui prouve que moi aussi je suis cohérent, qui est comment les startups, les fournisseurs de services numériques, eux-mêmes réfléchissent ces questions d'intégration. Et ce n'est pas simplement, pardonnez-moi, des questions d'intégration dans le SI hospitalier, c'est aussi que Nicolas Le Revel le disait ce matin, un univers dans lequel on a 100, 150, 200, 300 applis différentes n'est pas soutenable. Et moi, c'est une de mes questions permanentes, c'est de réfléchir sur comment on fait pour qu'un certain nombre de choses soient articulées, et comment est-ce qu'on peut construire des solutions, des groupes de solutions cohérents, qui ne placent pas l'hôpital, parce que face à la question de savoir quelles solutions il déploie dans un ensemble de 500, qui sont généralement des petites solutions intéressantes, ayant un impact significatif sans doute, mais qui sont des éléments de briques distincts d'un sujet global. Le titre de cet Agora du soin digital, c'est du puzzle au parcours. Une de nos questions à nous, c'est comment on assemble les pièces du puzzle. Alors vous avez raison, il y a des solutions techniques, il y a des choses que l'hôpital doit faire. Mais je pense que cette réflexion-là, il faut l'avoir avec l'ensemble des acteurs et l'ensemble de l'écosystème. Oui, mais je suis pas d'accord. Alors, mon point, monsieur, était de vous dire que je n'étais pas d'accord avec vous là-dessus, si je peux me permettre. On n'est pas d'accord l'un avec l'autre là-dessus, mais c'est juste de dire, vous avez raison qu'au moment où l'acheteur public spécifie, il peut poser des contraintes d'intégration, des contraintes techniques. Mais moi, j'ai un sujet aussi qui est que je ne peux pas, l'hôpital public ne peut pas être le seul intégrateur du système. Ça ne marchera pas comme ça. Et surtout dans un environnement dans lequel vous avez, encore une fois, 300, 400, 500 solutions. Et donc, des deux côtés, il y a des choses à faire. Voilà, c'était mon point, mais je propose qu'on peut reavoir ce débat-là lors de l'atelier suivant, puis demain aussi à chacune des occasions, et ça sera toujours intéressant, et je vous remercie de votre présence et de votre enthousiasme. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Lise. Bonjour, Lise Rochex, Hospinomix. Donc, je voulais vous remercier beaucoup pour l'ensemble de ces présentations qui sont passionnantes et passionnées. Et puis, je voulais juste poser une question, bien sûr, à Catherine et Guillaume, avec lesquels on va donc être amenés à travailler. Et je m'en réjouis, bien sûr. Mais je voulais vous demander, je voulais d'abord souligner tout l'intérêt qu'il y a à utiliser finalement cette information qualitative aujourd'hui non accessible et que vous rendez accessible et qui va donc pouvoir faire partie de l'évaluation de la boucle retour. Et la question que je me posais, c'est comment organiser l'information puisqu'elle va être extrêmement dispersée sur des thématiques différentes. Comment est-ce qu'on peut construire quelques indicateurs simples pour pouvoir renvoyer finalement vers qui de droit et faire en sorte que ça participe de l'évaluation. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je vais juste revenir en arrière, c'est qu'en fait, on a tous été éduqués sur le fait de séparer quantitatif et qualitatif. Je ne sais pas si certains dans la salle ont fait des études de marché. Moi, on m'a toujours dit, tu ne peux pas faire les deux choses en même temps. C'est soit tu fais du quanti, soit tu fais du quali. Mais ça, c'était avant. C'était avant les nouvelles technologies, avant le traitement automatique du langage. Et en fait, on est culturellement anti-quali dans le quanti. Et donc, du coup, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, on n'a pas la structure des questionnaires et autres qui permet de libérer le potentiel du quali à grande échelle. Parce qu'on dit, on va quand même mettre quelques questions ouvertes à la fin de mes 50 questions fermées, quoi. En fait, effectivement, là, aujourd'hui, c'est à quoi on est confronté, hein, c'est que l'information qu'on traite, elle est quand même de pas bonne qualité. Elle pourrait être de meilleure. Et juste, j'ai pas la réponse à la question, puisque c'est un travail que justement on commence à faire, puisque maintenant qu'on peut le faire, il faut s'interroger. Maintenant qu'on peut analyser ces données, maintenant il faut s'interroger à comment on peut mieux les collecter et mieux les centraliser. Je suis d'accord. Et là, j'ai une petite réponse, c'est le NHS, qui depuis 10 ans, en fait, il pose 3 questions. Et le NHS, c'est tout, hein, c'est l'hôpital, c'est un peu de la ville, c'est aussi bien le MCO que la psychiatrie, donc c'est tout le monde. Et donc, il pose 3 questions. Une question, c'est comment vous évaluez votre hospitalisation, votre acte de 1 à 10. Et après, 2 questions ouvertes. Expliquez-nous pourquoi vous avez mis cette note et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Voilà, si déjà on faisait ça, si déjà on mettait les questions ouvertes au début des questionnaires et pas à la fin, après les 50 questions fermées, déjà on aurait de l'information de plus grande qualité. Puis on va essayer d'aller encore plus loin, mais
comme ma collègue, on travaille aussi en mode recherche, et c'est pour ça qu'on échange avec vous, pour justement faire quelque chose de plus structuré et qui permette d'avancer et pas de juste mettre des cases ouvertes en disant que les patients vont bien répondre, quoi. Voilà. Faute de questions dans la salle, on va revenir à la question originelle, et puis après on remerciera nos intervenants, on les libérera avant de passer à l'atelier suivant. Mais aujourd'hui, la question était c'est quoi vous rêveriez? C'est quoi l'état idéal? Alors, encore une fois, avec un angle qui est très un angle patient. Et Gladys, vous voulez commencer? Comment je dirais voilà, le monde idéal, comment je pourrais éventuellement suivre les patients? Moi, j'aimerais bien tous les avoir en numérique. Il y a quelque chose qui est juste très important, c'est que pour avoir travaillé avec un assez grand nombre de patients, là, en ce moment à Bichat, on a à peu près 500 patients en télésurveillance, donc qui utilisent une application numérique, il faut très rarement préjuger de l'autonomie numérique du patient. Et en fait, on a des énormes surprises. C'est-à-dire qu'on peut avoir des patients plutôt âgés, très très à l'aise avec des smartphones, et des plus jeunes très inquiets de la notion des data, de la notion de où vont mes données de glycémie, par exemple. Je suis très terre à terre. Et donc, dans ma pratique, je me rends compte qu'on ne peut pas du tout préjuger. Et ça serait assez intéressant d'ailleurs de savoir et d'étudier qu'est-ce qui fait que tel patient sera à l'aise et pourra utiliser cette application dans le temps. Là, on a tendance souvent à se dire ça doit être l'âge, effectivement, pas la génération connectée. Et en fait, il y a d'autres questions qui se posent. Et donc, et pour les déserts médicaux, bien sûr, on veut être inclusif en toutes circonstances. Et moi, j'aimerais avoir tous mes patients, en fait, de déserts médicaux, de villes, de provinces, sur une application. Et je pense que ce qui est difficile pour les patients qui vivent dans les déserts médicaux, ils vivent la même chose en difficulté d'accès au numérique, d'accès aux soins. Et je pense que c'est si on vient plutôt vers eux, s'il y a des choses qui sont mises en place, je ne sais pas, des points visio, parce que je pense qu'on habite au fin fond de la Creuse, c'est très difficile d'aller se faire dépister un mélanome à l'hôpital qui est peut-être à 100 km, et peut-être que si dans le village d'à côté, avec une navette, je ne sais pas, là je parle d'un monde rêvé, donc je me laisse à rêver, je me prends à rêver, et qu'on fait une petite navette et qu'on prend 3 patients pour un dépistage de mélanome au fin fond de la Creuse, et qu'on envoie ce cliché à un expert hospitalier, et je pense qu'on aura répondu de la même manière. Et donc, c'était 2 points très importants. Donc, j'aimerais avoir tous mes patients sur une application qui soit à l'aise avec le numérique, pas à l'aise. Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités de développer. En fait, encore une fois, c'est un outil. Et je pense que l'accompagnement qu'en font les soignants, c'est très important. Un des points très importants que je n'ai pas dit, c'est que quand, par exemple, j'inclus des patients en télésurveillance, toujours aussi moche, en télésurveillance, c'est d'abord un rendez-vous physique entre le patient, les soignants, le médecin, l'infirmière. On parle justement de la protection des données, on parle du règlement de la protection et de la gestion des données. On parle de ce qui va se passer. Et puis une dernière chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que quand les modèles économiques existent, il faut s'en emparer. Dans le diabète, l'ARS a proposé le programme ETAP, qui est un programme d'expérimentation justement du recours à la télémédecine pour le suivi des maladies chroniques, dans le diabète, mais aussi en cardiologie. Si on regarde l'état des lieux, ça a été très très peu utilisé, alors que des financements étaient mobilisés, alors qu'il y avait la possibilité finalement de modéliser justement une application qui rentrait avec une signature qui était faite par l'AP, c'était absolument tout. Je pense qu'il faut réfléchir ce dont on a besoin, mais il faut aussi s'emparer de ce qu'on peut nous proposer à un moment donné, et je pense qu'il ne faut pas être en retard de ce qui se passe finalement à l'image de notre vie en général, où le numérique prend énormément d'importance. Et donc, moi, mon monde idéal, c'est d'avoir tous mes patients sur un mode digital, et puis pouvoir répondre à leurs besoins en fonction. Est-ce que c'est des difficultés sur un parcours de soins? Est-ce que c'est un accès, par exemple, à un rendez-vous avec le spécialiste qui est difficile à prendre? Ou est-ce que c'est un questionnement qui se fait, je ne sais pas moi, sur un aspect de la maladie qui peut inquiéter le patient et qui puisse y répondre, et qu'on puisse finalement tous interagir comme ça, et qu'on puisse être à peu près tous autour du patient, et surtout que le patient soit je ne vais pas trouver le terme, c'est pas le mot, c'est pas soit à l'aise, mais soit sécure par rapport à ça, et se sente sécurisé. Autant dans son application, en se disant je sais où vont mes données, autant en sachant qui il y a de l'autre côté de l'écran, parce que l'idée c'est de garder le professionnalisme
de la fonction publique. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis infirmière de la fonction publique et je suis très, très fière de l'être. Et donc, je n'imaginerais pas me faire déposséder de ce que je fais avec le patient. Ça, c'est hyper important. Et donc, que le patient soit vraiment sécurisé par rapport à ça. Où vont mes données ? Qui interagit avec moi et dans quel but, surtout parce que c'est hyper important. Voilà. Alors moi, j'aurais deux propositions ou deux rêves, on va dire. Le premier serait d'avoir ma glycémie sur ma montre. C'est pour ça que j'avais acheté la montre connectée, mais bon... Voilà, ça, oui, mais ça va toujours venir et le temps passe. Mais, et puis, il y a autre chose et qui aiderait énormément les patients diabétiques, notamment du type 1, c'est d'avoir une application qui permette de photographier son assiette, c'est-à-dire les aliments qu'on a dans son assiette, et qui nous disent la quantité de glucides que l'on a dans l'assiette. Parce que moi, je fais des ateliers, j'anime des ateliers où j'apprends aux patients à faire des règles de 3, à calculer, identifier les glucides dans les différents aliments, après les rapporter aux grammes de glucides qu'il y a dans la carotte, dans le machin et tout ça, puis après refaire des règles de 3 pour la quantité d'insuline à injecter. Bon, il y en a beaucoup qui me disent, mais attends, pas faire ça à tous les repas. Voilà. Et avec l'intelligence l'IA, on pourrait faire un truc comme ça. Pourquoi voilà. Je pense que je vais répondre à deux niveaux, en tant que soignante et en tant que Koalou. En tant que soignante, je pense que moi, ce que je veux, c'est que mes patients ils soient bien et que je sache. Enfin, c'est un peu ce que tu as dit, Gladys. Le soin ne tourne, enfin, tout ne tourne pas autour de l'hôpital, et donc si on arrive à avoir une notion d'un accompagnement, prendre en compte l'aspect santé mentale, l'aspect santé physique dans un logiciel qui va suivre en notion de parcours. J'ai résumé les mots un peu clés qu'on vient tous de se dire, mais c'est un peu ça qu'on veut. Donc voilà. Si je rêve pour Koalou maintenant, parce que ça m'est permis et c'est mon boulot et ça me fait rêver. Moi, je rêve d'une appli où les parents se posent des questions et légitimement auxquelles on peut répondre avec juste les orienter, leur donner des premiers conseils, parce qu'en fait, l'enjeu, il est quand je commence déjà à m'inquiéter, est-ce que je peux déjà donner des outils aux parents pour que ça évite la dégradation trop rapide, en fait. Ça, on peut le faire, en fait. Donc, c'est qu'est-ce que je fais pouvoir déceler rapidement pour donner tout de suite, pour éviter une dégradation trop rapide et permettre d'éviter la vie d'un enfant, en fait. Là, on parle de la vie d'un enfant. C'est un ado qui se suicide toutes les 11 minutes, hein, on va se le redire dans le monde. Donc, et ça, on peut l'anticiper, en fait. Donc, j'aimerais aussi, dans ce logiciel, qu'on prenne en compte les enjeux de la prévention et du coup que ça peut rapporter, parce que je pense qu'on a ces enjeux-là autour de l'économie du soin. Et qu'il faut apporter. Donc vraiment une appli qui va faire ça, et ça c'est ce vers quoi nous on se dirige en tout cas, d'accompagner la santé mentale des enfants, et aussi quelque chose qui puisse d'une certaine manière mesurer l'économie qu'on peut faire grâce à ça, parce que je pense qu'on en a besoin. Bien, bah nous, notre objectif effectivement avec le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre rêve se réalise et que chaque patient puisse avoir un accompagnement personnalisé en fonction de ses besoins, et que ce soit un parcours du patient qui soit sans stress, sans anxiété, simple, sans écueil. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien en intégrant toutes les dimensions qui rentrent en compte dans le parcours du patient. Voilà, aussi simple que ça. Alors moi, c'est que vous soyez tous au chômage. Non, je rigole. Qu'on n'y ait plus de maladie. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, en fait, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il y a des choses super, hein. Il y a des choses extraordinaires, donc votre application Open, etc. Et le problème, c'est que moi, je vois des patients qui sont super bien soignés, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, à Clermont-Ferrand, parce qu'ils ont l'appli, parce que, etc., etc. Et en fait, je ne veux pas vous mettre au chômage, je veux vous faire monter en compétences. Mais par contre, enfin partout. Mais par contre, s'ils sont soignés à Lille, ben, ils n'ont pas les mêmes choses. Et cette expérience-là qu'ils vivent différente, ben, je trouve que c'est dommage. Donc il y a des échanges de bonnes pratiques entre les hôpitaux à faire, basés sur l'expérience des patients et l'expérience des soignants aussi, hein, pour les choses, et de faire en sorte que ces hôpitaux se parlent dans
dans des clubs utilisateurs, etc., qui permettent d'échanger les bonnes pratiques, mais partir de l'expérience, se dire, ben moi, j'ai utilisé Open, ben oui, on le voit, mais, et donc, moi, c'était bien, ou c'était pas bien, ou c'était cher, ou c'était pas cher, ou voilà, ça m'a apporté, etc., et donc, du coup, permettre à celui qui habite à 200 km, et même chose pour les infirmières. Moi, j'utilise tel logiciel et ça me fait gagner un temps fou et ça permet de sécuriser le patient. Et ben, ça se fait à Bordeaux, et ben pourquoi pas le faire à Toulouse. Et ça, si on part des expériences des gens, mais à grande échelle, comme nous on le fait à Entends-moi, et ben c'est possible. C'est possible. Voilà. Bah, en fait, moi, mon rêve, ce serait plus qu'on ne parle plus de numérique, en fait. Bah oui, parce que à partir du moment où, je réponds à la question de monsieur, à partir du moment où finalement cette interopérabilité sera fluide, ces éléments, ces interactions avec les utilisateurs seront tellement bien optimisés que finalement on ne se posera plus de questions. Bah, on s'en posera plus de la question du numérique. Et finalement, tout ça sera devenu fluide. Donc ça serait un de mes rêves. Le deuxième, c'est un peu ce qu'a abordé Catherine sur le décloisonnement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore quand même des cloisons. Alors on le voit, c'est pas que dans la santé, hein, ça existe dans d'autres domaines, mais je pense que dans la santé, c'est quand même insupportable, quoi. Voilà, c'est quand même insupportable de devoir se dire à un moment, bah tiens, on va peut-être interroger les patients, on va peut-être leur faire tester un truc. Oh non, bon, on n'a pas le temps, on va en prendre un ou deux. Tiens, bah t'en connais un? Ouais, peut-être. Bon, voilà, c'est plus possible, quoi. Maintenant, on a les moyens de co-construire ensemble. Eh bien, ça demande des efforts, je suis d'accord. C'est pas simple, je suis d'accord. Mais en tout cas, on a les moyens de le faire. Donc, arrêtons de se cloisonner, arrêtons les histoires d'ego. J'ai le droit de rêver, hein, je suis un peu naïf. Arrêtons ces histoires d'ego, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai mieux fait que toi. Prenons les choses qui sont sur étagère, qui sont déjà développées super bien par d'autres, et optimisons-le, partageons-le, etc. C'est comme ça qu'on va co-construire. Et pas que chacun construise dans son coin. Et je suis assez d'accord avec toi, Nicolas. Si chaque start-up construit son petit truc dans son coin, en se disant c'est moi le meilleur, etc., on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Donc, et c'est aussi un peu la démarche qu'on a avec Entends-moi, c'est qu'on a été voir tous nos concurrents ou pseudo-concurrents, des Capcode et autres. On leur a dit, bah voilà ce qu'on veut faire. Et on veut impacter le système de santé. Alors, on veut le faire, on n'y arrivera jamais tout seul, hein, donc on le fait ensemble. Et on essaie de pousser les murs et les cloisons ensemble. Donc voilà, c'est un petit peu mon rêve. Et le mot de la fin pour Sébastien. Vas-y, Sébastien. Merci de lourde charge. Mental ou pas, je ne sais pas. Alors mon premier rêve, il est simple, c'est que l'hôpital public continue à exister, et donc ça serait vraiment formidable pour qu'on puisse tous s'y faire soigner dans les années à venir. Ça c'est le premier, et puis le deuxième, en tant que cofondateur de My Good Life, donc qui est une start-up dans le domaine de la nutrition, qu'on s'intéresse de manière systématique à la nutrition dans chacune des maladies chroniques. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que vous avez dit sur la douleur. En fait, les personnes ne sont plus dans l'hôpital, donc ça n'existe plus. En fait, bien entendu, non. On sait pour la prise en charge de l'obésité qu'il faut avoir au moins 2 contacts par mois sur au moins 6 mois pour avoir une prise en charge efficace de l'obésité. Ça, c'est bien démontré dans plein d'essais cliniques. Et l'hôpital ne peut pas le faire actuellement avec les outils dont on dispose, c'est-à-dire l'accès à la consultation tous les 4 à 6 mois à peu près. Donc, clairement, on a besoin d'autres façons de faire notre métier, en gagnant du temps pour toute une série d'activités répétitives qui ne nécessitent pas de stimuler des populations neuronales, mais juste des automatismes dans notre quotidien, et de garder du temps pour la prescription nutritionnelle, c'est-à-dire le dialogue avec le patient, des objectifs à atteindre qui sont décidés en commun, etc. Donc, en fait, il y a plein d'outils qui existent déjà, qui ne sont pas utilisés. Il y a des outils à utiliser. Certains de nos outils sont utilisés dans notre service à Bichat, par exemple en diabétologie pour les enquêtes alimentaires, et puis d'autres non, parce qu'on essaie de les construire. Donc je pense qu'en fait, il y a plein d'éléments qui sont liés à la prise en charge très globale du patient, qui ne sont pas uniquement l'intervention, la chirurgie ou telle délivrance de médicaments, mais qui sont vraiment toute l'expérience qu'il va vivre lui en tant que patient. Finalement, la partie hospitalière est très faible, mais je veux dire en termes de temps,
termes de valeur ajoutée très forte, mais en termes de temps potentiellement extrêmement faible. Et pourtant, tout ce qui va se passer avant ou après va avoir un rôle majeur. J'ai évoqué la dénutrition, ça va avoir un rôle majeur. Et d'ailleurs, on fait très souvent le présupposé que tous ces outils vont faire des économies de santé. C'est bon, c'est un vrai présupposé, mais qui en fait qui reste largement à démontrer. Mais peut-être que tout simplement parce que la vraie question, c'est juste améliorer l'état de santé et pas forcément faire des économies, en tout cas pas à l'endroit qu'on imagine. Donc voilà, donc l'hôpital public surtout. Écoutez, merci infiniment à tous les 7 de cette longue discussion. Et on va, je pense, suspendre les travaux quelques minutes, le temps de donner un peu d'espace et de respiration à tout le monde, et puis se retrouver pour continuer à penser ce modèle de soins digital un peu différent. Merci infiniment, tous.